Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous tous les jours les actualités du secteur à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous autour des actualités dans le monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et nous enchaînerons ensuite avec une thématique toujours en lien avec le monde de l'art. On se posera la question des successions en matière d'œuvres d'art en ce qui concerne les particuliers ou les collectionneurs. Et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Maître Alexis Fournol, avocat spécialisé dans le marché de l'art. Et ensuite, dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeux Patrimoine, nous resterons donc sur un sujet en lien avec le patrimoine, mais plus du tout avec le monde de l'art. Cette fois-ci, on s'intéressera à un sujet autour de la culture financière des Français et notamment le besoin constant de pédagogie des professionnels du secteur. Nous en parlerons avec Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie, mais aussi conseil en gestion de patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme d'habitude, comme tous les vendredis, avec l'art à la une, le rendez-vous qui décrypte pour vous les actualités dans le monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine comme tous les vendredis. Alors qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine ? Alors c'est une histoire de concurrence qui se termine enfin. Il y avait deux salons en fait qui se positionnaient sur les œuvres antiques, les œuvres classiques qui scindaient le monde en deux. Et ces deux salons s'assemblent. Il y a d'un côté la Biennale, ex-Biennale des Antiquaires, et Fine Arts Paris, dont on a reçu le directeur il y a quelques mois. Bien sûr. Oui. Ce rapprochement est à l'initiative de la réunion des musées nationaux, RMN Grand Palais, qui se fixe des nouveaux objectifs, ceux de montrer la vitalité des événements parisiens, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans leur communiqué. La première édition aura lieu, comme aux habitudes de ces deux foires, au Carrousel du Louvre, du 8 au 13 novembre 2022. Mais ensuite, cette nouvelle foire rejoindra le Grand Palais éphémère en novembre 2023 et le Grand Palais normal à la fin des travaux en 2024. C'est ce qui fait que l'automne sera le moment des foires internationales à Paris, toutes périodes confondues. On aura donc la FIAC, Paris Photo et désormais cette Fine Arts Paris et la Biennale. Effectivement, l'arrivée d'Art Basel a dynamisé la place parisienne qui se hisse comme une ville incontournable du marché de l'art. Et Fine Arts Paris et la Biennale comptent bien en faire un atout. Voilà, donc on suit encore ce feuilleton qui nous anime semaine après semaine dans Smart Patrimoine. Et alors comment va se répartir l'organisation de cette nouvelle foire, Sybille ? Alors derrière le Salon du Dessin et Fine Arts Paris, on a l'agence d'événements culturels qui sera en charge donc de l'organisation de ce nouveau salon. Et puis le syndicat national des antiquaires qui organisait la Biennale, apportera surtout son expertise sur des sujets qui étaient un peu moins traités dans le salon Fine Arts Paris, qui sont la joaillerie, le mobilier, les arts premiers, l'archéologie. La Biennale, effectivement, a longtemps été considérée comme un des plus beaux salons du monde, mais depuis 2016, elle est plutôt en perte de vitesse. Et donc aujourd'hui, il y a ce nouveau salon dont le nom est encore Fine Arts Paris et la Biennale, mais qui va sûrement évoluer pour quelque chose d'un peu plus court, sûrement. Et alors, on regarde à présent les actualités dans le monde des ventes aux enchères et on va parler de digital, mais aussi de physique, mais aussi de digital. Il y a une vente inédite qui a été menée par la maison de vente Agut. Tout à fait. Alors, cet événement s'appelait The On Virtual Sale. C'était une exposition, mais aussi une vente qui a eu lieu dans le métaverse, mais aussi dans le monde physique. Et tout cela a été organisé par la maison de vente Agut. C'était cette semaine, on pouvait découvrir et acheter des œuvres NFT d'une trentaine d'artistes, mais aussi suivre des conférences, des workshops, à la fois dans le monde physique et dans le monde virtuel. L'exposition réelle avait lieu dans les anciens locaux du cours Florent sur l'île Saint-Louis. Et puis le même espace de 1000 m² a été reconstitué dans le métaverse conçu par l'entreprise américaine Art Attack. Une vente aux enchères a ensuite été réalisée, c'était mardi dernier, à la fois dans les deux mondes. Donc. Et donc à la différence d'une vente en ligne, il y a une dimension vraiment immersive et des achats possibles en crypto-monnaie. Les estimations allaient de 1 000 € ou 0,4 Ethereum à 100 000 €
environ 36 Ethereum pour des œuvres assez différentes. Il y avait des artistes comme Jonathan Plezel, Thibaut Zeller, mais aussi une sélection d'œuvres NFT d'Okusai. Et alors, est-ce que la vente a été un succès, Sybille? Alors, succès technique, oui. Technique, oui, on l'a vu d'ailleurs, bien sûr. Le succès économique, un petit peu moins. Il y avait une trentaine d'œuvres proposées, seulement un seul lot a été vendu. D'accord. Mais un lot assez important, c'est la création 3D d'une cathédrale qui a été proposée pour la planète Mars. Voilà, on voit les images. Et elle a été pensée par l'artiste David Ponce. C'est une méta-cathédrale, comme il l'appelle, qui a été emportée pour 15 000 €, mais en dessous de la fourchette basse qui était de 50 000 €. Claude Agut, qui est le commissaire-priseur responsable de la vente, se réjouit tout de même. Il explique que c'est l'avenir. Beaucoup de gens ont assisté à l'événement avec plaisir et curiosité, mais n'ont pas osé enchérir. Mais c'est un bon démarrage. Et alors, donc la France est finalement assez en avance sur le sujet, même si la vente aux enchères de NFT n'est pas encore autorisée en France. Voilà, c'est une vente qui est normalement à peu près une première dans le monde, mais l'habileté d'Agut, c'est quand même de vendre des clés USB en même temps que les NFT pour contourner ce problème juridique qu'on ne peut pas en fait vendre des biens qui sont immatériels pour l'instant. D'accord. Et les experts disent que la France est plutôt à la traîne et qu'il faut absolument se mettre à la page pour s'installer sur ce nouveau marché. Et on en parlait il y a quelques semaines, le Conseil des ventes volontaires a émis un avis favorable pour permettre la vente aux enchères de ces jetons. Donc ça veut dire que l'acquéreur en question est reparti avec sa clé USB. Pour le coup, c'était le moyen de contourner. Il avait un objet physique. Il avait un objet physique. Et alors on termine sur un prix qui a été décerné pour des artistes en milieu de carrière, Sybille. Voilà, je voulais parler de ce prix parce qu'il est intéressant. Il s'appelle Nouveau Regard et il récompense des artistes femmes qui sont en milieu de carrière et donc moins soutenus par les prix existants qui se tournent plutôt vers des artistes émergents. Et c'est l'association Aware, Archive of Women Artists Research and Exhibitions, qui décerne ce prix. 4 artistes ont été nommés: Valérie John, Katia Kameli, Myriam Mi-Hindou et Mathilde Rosier. Alors Valérie John, comme on le voit, travaille le tissage, des questions de mémoire, de culture et de métissage. Ensuite, on a Katia Kameli qui examine des conditions d'écriture de l'histoire. Elle s'intéresse surtout au roman national algérien, qui occupe une place forte dans son travail. Myriam Mi-Hindou, elle travaille plutôt l'idée de limite et de liberté. Et enfin, Mathilde Rosier travaille sur la proximité avec la nature, la différence entre l'état de sauvage et l'état plus civilisé. Alors, la lauréate de ce concours bénéficiera dès cette année 2022 d'une place dans la résidence de la Villa Albertine et d'un accompagnement par une galerie à New York. Et le second prix organisé par Aware est décerné à des artistes femmes justifiant de plus de 40 ans d'expérience. Merci beaucoup Sybille Aoudjan, donc journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on a le plaisir de recevoir ensemble Maître Alexis Fournol, avocat spécialisé dans le marché de l'art. Bonjour Maître Alexis Fournol. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment transmettre son œuvre d'art? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui. Les questions de succession, de transmission, on en parle souvent dans cette émission. Mais est-ce qu'il y a une spécificité quand on parle d'œuvre d'art en matière de succession? Alors, on vient de l'évoquer il y a à peu près 2 minutes. Je ne vais pas évoquer les NFT puisque voilà, on a ici une fiscalité qui est encore un peu balbutiante. Bien sûr. En tout cas, sur cette typologie de biens. Peut-être vous me réinviterez dans 10 ans et on verra les premières questions se poser. Bon, on espère avant quand même, voilà, notamment sur le cadre réglementaire. Et espérons en tout cas que les nouveaux collectionneurs ou les primo-collectionneurs, en tout cas dans ce domaine-là, eux n'auront pas de difficultés par rapport à leur projection de vie par rapport à ces NFT. Mais oui, bien évidemment, pour répondre à votre question, il existe des spécificités dans la transmission d'une œuvre d'art à ses ayants droit, à ses héritiers. Cette spécificité, elle a de multiples facettes. Alors peut-être par rapport à votre émission, on va parler essentiellement de la facette, on va dire, fiscale. Bien sûr. Ou en tout cas de la facette attachée à l'évaluation d'une œuvre d'art dans le cadre d'une succession. Et ici, on a des mécanismes qui sont particuliers par rapport au calcul de ce qu'on appelle les droits de mutation, ceux qu'on dénomme bien plus facilement ou dans le langage courant les droits de succession. Voilà. Là, vous avez des dispositions du Code général des impôts qui viennent envisager 3 méthodes d'évaluation. On en a une qui est assez connue, qu'on voit assez régulièrement, c'est celle de l'intervention d'un commissaire-priseur. Voilà, donc on appelle un inventaire successoral ou un inventaire fiscal. Il vient donner un prix pour chacun des objets qui composent l'actif du défunt. Bien sûr. Donc là, on est juste pour donner une valeur à l'œuvre. Donner une valeur, voilà. Et c'est une valeur qui n'est pas une estimation. Ce n'est pas ce que vous allez voir, par exemple, dans un catalogue de vente,
où ici, vous avez souvent une fourchette. Voilà, dans les estimations que vous donnez, vous dites souvent, par exemple, 20 000, 30 000 ou 1 000, 2 000. Voilà, là, non, on vient donner un prix, priser. C'est ce que ça signifie. D'accord, exactement. d'où le nom de commissaire-priseur. De commissaire-priseur, celui qui donne un prix. Voilà, D'accord. priser, c'est donner un prix. Ça, c'est la première des solutions et c'est finalement celle qui est très souvent utilisée par les collectionneurs. La plupart des particuliers, eux, ont recours à un autre mécanisme, qui est un mécanisme ici, on va dire, un peu plus simple à utiliser, qui est ce qu'on appelle le forfait mobilier 5%. Voilà, avec une liste estimative à côté. On doit se dire finalement quels sont les meubles qui viennent garnir mon appartement, garnir ma maison, mon bien immeuble juridiquement. Et à partir de là, on a comme assiette de calcul de base sur lequel on applique ces 5%, le bien immeuble, votre appartement, votre maison dont vous êtes propriétaire, sur lequel on applique ce forfait de 5% pour l'ensemble des meubles qui viennent vraiment garnir. Votre canapé, votre télé, tout ça. Il y a eu un inventaire qui a été réalisé. Même pas, hors inventaire. D'accord. Soit on a l'inventaire, soit on a le forfait mobilier 5% avec une liste de ce qui ne relèverait pas des meubles meublants. Un tableau de maître. Je ne sais pas, par exemple, un buffet Charlotte Perriand, des chaises prouvées un peu partout qui auraient une valeur la plus importante. Voilà. Mais ça peut concerner également des choses, des objets qui ne sont pas des œuvres d'art pour le coup ? Alors, ce forfait mobilier, ce n'est que pour le meuble meublant. Et le meuble meublant, vous voyez ici, le législateur a quand même donné quelques pistes de compréhension. Qu'est-ce qu'un meuble meublant ? C'est un meuble qui vient garnir. Après, c'est là où toute la frontière peut être un peu difficile à saisir. Ouais. Est-ce qu'une collection, est-ce qu'un tableau qui orne mon mur est un meuble meublant ? Voilà, on a eu plusieurs contentieux avec l'administration fiscale à ce sujet et on a ici une définition qui commence à être un peu mieux précisée. Voilà, ça, ce sont les deux principales possibilités. La troisième, que l'on connaît et que vous évoquez souvent, je pense, dans cette émission, c'est la vente aux enchères publiques dans les 2 ans, qui est la méthode d'évaluation du prix d'une œuvre eh bien, la plus sûre et certaine possible, celle qui sera opposable sans difficulté à l'administration fiscale. Si vous vendez un bien dans les 2 ans suivant le décès du collectionneur, c'est la valeur prise au moment de la vente aux enchères publiques, hors frais, ce qu'on appelle le prix marteau, voilà, qui va être pris en considération par l'administration fiscale. Mais c'est sûr qu'on peut attendre les 2 ans pour payer les frais. Voilà, on peut attendre, effectivement, on peut débloquer ou faire une rectification avec le notaire. D'accord. Et c'est pour ça, si vous constatez, on a souvent des très grandes collections qui sont vendues un peu après 2 ans, suivant le décès. Vous allez sans doute l'évoquer dans votre émission, la succession Hubert de Givenchy. Oui. Voilà, décédé en 2018, nous sommes en 2022. Christie's vient d'annoncer qu'en juin prochain aura lieu aussi bien en physique qu'en digital, ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, ces 2 modalités. Voilà, ça dépendra de la typologie de bien. L'intégralité de sa collection va être vendue et là, on est 4 ans après son décès. Donc, on échappera à ce caractère automatique de la prise en compte du résultat acquis dans les 2 ans suivant le décès. Voilà, ça, ce sont les 3 modalités d'évaluation, on va dire, vraiment envisagées par le législateur, avec en premier lieu la vente aux enchères publiques dans les 2 ans, en deuxième lieu, à défaut d'une vente aux enchères publiques, eh bien, l'inventaire du commissaire-priseur, et enfin, voilà, ce forfait mobilier avec cette liste estimative descriptive. Voilà, on peut avoir effectivement après l'un qui peut s'allier avec l'autre, la vente et l'inventaire. Et pour ça, c'est pour donc déterminer le prix et la valeur. Et après, on doit quand même payer des frais qui sont de quel montant par rapport à la valeur de l'œuvre ? Alors en fait, comme dans toute succession, votre patrimoine, le patrimoine du défunt, il est composé d'une multiplicité d'objets. Et en fait, ça sera votre assiette d'imposition, de calcul. Voilà, ces œuvres, elles vont venir s'ajouter au patrimoine que vous pourriez avoir, par exemple, en termes immobiliers, au SICAF que vous pourriez avoir, à l'ensemble du portefeuille. Voilà, et la fiscalité est la même ? Et la fiscalité est la même. En fait, on vient intégrer dans la base de calcul. Voilà. Et c'est la méthode de calcul pour l'intégrer dans la base de calcul qui est différente, mais ensuite la fiscalité reste la même. D'accord. Voilà. En fait, c'est comment le patrimoine va être composé de différents éléments et comment va-t-on fixer un prix à ces éléments. En matière immobilière, c'est assez simple. Voilà, on est dans un marché liquide, il y a un prix de l'immobilier, on peut assez facilement rendre opposable à l'administration la valeur d'un bien situé à Paris, situé à Lyon, situé je ne sais où à la campagne. Voilà, plus compliqué en matière d'œuvre d'art. Et c'est pour ça que le rôle notamment du commissaire-priseur est essentiel, parce que c'est un tiers de confiance et un peu indépendant, voilà, des parties. Est-ce qu'on peut utiliser une œuvre d'art pour payer ses frais de succession ? Oui, bien sûr. Oui, j'aime beaucoup ce sujet, moi. C'est le mécanisme, effectivement, qu'on appelle celui de la dation, qui n'est pas utilisé que pour le paiement des droits de succession. C'est souvent
dans cette optique qu'on l'envisage, puisque comme vous le savez, c'est ainsi notamment que le musée Picasso a été créé à Paris. Voilà, au moment du règlement de la succession Picasso, vous aviez énormément d'œuvres qui constituaient le patrimoine Bien du sûr. défunt et qui devaient être dévolues aux héritiers. Pour éviter d'avoir à payer des droits de succession colossaux, ils ont pu, ces héritiers, remettre en paiement à l'État des œuvres, voilà, pour venir ici directement payer. C'est pas comme dans le cadre d'une donation, par exemple, où on diminue son imposition. Là, c'est on paie son impôt avec ça. D'accord. Voilà. Et ça peut, pour vous dire un peu, on peut toucher aujourd'hui, en tout cas, on peut proposer à l'État tout type d'œuvre. C'est-à-dire, auparavant, ce n'était vraiment que l'art classique. Depuis 2005, ça peut être de l'art contemporain. On a déjà vu un hélicoptère qui avait servi dans des missions à l'étranger. Et une valeur estimable. Par exemple, moi, je suis intervenu sur la première datation de bande dessinée. D'accord. Auteur de bande dessinée au profit de l'État. Voilà, c'était en 2020, c'était la première fois. Donc, c'est vraiment assez large. Bon, on imagine que l'administration fiscale risque de tordre un peu le nez si on lui donne des NFT quand même aujourd'hui. Pour le moment, effectivement, on verra peut-être plus tard. Si on a demain un musée qui accueille des NFT, Beaubourg ou autre, pourquoi pas, effectivement. Bon, il nous reste quelques secondes. Une dernière question, peut-être, Sybille. Est-ce que vous avez juste quelques précisions sur comment on peut faire pour, rapidement, comment on peut faire pour mieux préparer la succession de ces En tant enfants que collectionneur? Oui. D'accord. Peut-être la double question à se poser. Ai-je envie de laisser une charge à mes enfants? Puisqu'une collection, c'est l'œuvre d'une vie. On peut envisager plusieurs véhicules, effectivement, juridiques. Un qui a particulièrement mon attention, si on veut conserver l'unité, c'est le fonds de dotation. Une autre possibilité, c'est le legs. Voilà, au profit d'une institution, avec des contreparties imposées. Par exemple, une salle dédiée ou une exposition thématique tous les 2 ans. Effectivement, on peut envisager ça, notamment par une voie testamentaire. Et là, le recours à un notaire, le recours à un avocat peut être intéressant, au moins au stade de la réflexion et après au stade de la mise en œuvre, évidemment. Merci beaucoup, Maître Alexis Fournol. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans le marché de l'art. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeux Patrimoine, où nous allons nous poser la question ensemble de la culture financière des épargnants, un sujet sur lequel nous revenons régulièrement dans cette émission. Mais aujourd'hui, nous allons regarder comment un conseil en gestion de patrimoine travaille au quotidien pour améliorer la culture financière de profils très variés. Sur la question, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Héloïse Boll, fondatrice de Oseille et compagnie et conseil en gestion de patrimoine. Bonjour Héloïse Boll. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc votre métier, c'est d'accompagner au quotidien des épargnants dans la gestion de leur patrimoine. Qu'est-ce que vous constatez en matière de culture financière des gens avec qui vous échangez ? La plupart des personnes qui viennent me voir ont déjà plutôt une certaine forme de culture, en tout cas au moins sur une partie du spectre patrimonial. Il y en a beaucoup qui arrivent avec pas mal d'immobilier et un petit peu moins d'épargne financière à en parler. Ouais. Et donc, souvent, il y a... Ils ont déjà commencé finalement à se créer un patrimoine d'une certaine manière, avec peut-être la connaissance qu'ils avaient du sujet, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et souvent, l'immobilier, ça fait partie des sujets les plus simple à appréhender, tout simplement parce que c'est tangible, c'est palpable. Ouais. On se forme un peu aux subtilités du crédit, mais finalement, c'est quelque chose d'assez simple à appréhender. Quand il faut passer sur la sphère purement financière, c'est un peu plus compliqué. Je pense que la plupart de mes homologues font à peu près le même constat. Mais moi, ce qui m'a un peu préoccupée, en fait, au bout de quelques années de pratique, c'est de me dire, finalement, les gens qui vont voir un conseil en gestion de patrimoine ont en général déjà un petit patrimoine constitué. Et il y a tout un pan de la population qui est totalement un peu laissé pour compte en réalité, qui est le pan des personnes qui commencent à travailler et à pouvoir avoir une capacité d'épargne. Ces gens-là... soit ont la chance d'être accompagnés par une famille ou des proches ou des copains qui sont un peu curieux et qui connaissent ces sujets-là, soit
avancent en tâtonnant, apprennent en marchant. Alors parfois c'est pas forcément grave parce qu'ils marchent à peu près dans la bonne direction, et parfois ils peuvent faire beaucoup d'erreurs. Et en réalité, c'est à ces gens-là que j'ai pensé quand j'ai créé ce que j'appelle les ateliers d'Oseille et compagnie, qui sont en réalité des ateliers pour comprendre un petit peu les fondamentaux des finances personnelles avant de se lancer ou au démarrage de son... D'accord, donc ce que vous dites, parce que en fait, dans ce que vous dites, c'est quand on vient vous voir, on a déjà un patrimoine, donc on se pose la question, enfin on a déjà un début de patrimoine ou un patrimoine, donc souvent, on se pose la question finalement de comment le gérer, mais quand on se le constitue, en fait, on n'est pas accompagné, on ne pense pas à se faire accompagner, et en fait, on n'a pas forcément la culture financière pour le constituer de la meilleure manière possible. Et surtout, en réalité, on peut être accompagné quand vous allez commencer à dégager un salaire à peu près correct et une capacité d'épargne. Au bout d'un moment, la banque va vous téléphoner, va vous faire des propositions. Simplement, vous n'avez pas la culture derrière, souvent, pour répondre à votre banquier, pour lui poser les bonnes questions. Vous ne vous sentez pas toujours très à l'aise sur ces sujets-là. Et puis, vous n'avez sûrement pas de stratégie, puisque... Vous n'avez pas de stratégie, et donc vous avez besoin, probablement... En tout cas, c'est le pari que je fais, et c'est le besoin qu'expriment les clients, et majoritairement des clientes qui viennent suivre les ateliers. Vous avez besoin d'un socle, en fait. Un socle d'information et de connaissances pour comprendre tout simplement ce dont va vous parler votre conseiller ou conseillère bancaire, ce dont va vous parler un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous démarcher de temps en temps votre bureau. Vous avez besoin de ce socle aussi pour répondre à des éventuels démarchages qui sont là pas du démarchage classique, mais qui relèvent carrément de l'escroquerie. Vous avez besoin d'avoir tout ce socle de connaissances pour avancer sereinement, en réalité. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas cette connaissance-là font tous des erreurs. Certains intuitivement font très très bien les choses. Simplement, vous vous sentez nettement plus à l'aise quand vous comprenez bien ce que vous faites. Et donc, vous avez monté des ateliers, en fait, mais alors pas des ateliers en gestion de patrimoine, mais pour comprendre un peu la base des connaissances, pour le coup. Donc, c'est avoir, en fait, finalement, la base de culture financière pour comprendre ce dont on parle quand on parle de produits financiers ou d'investissement. Donc, elle se situe à quel niveau, la base de culture financière que vous estimez nécessaire pour pouvoir comprendre un petit peu ces sujets d'investissement et de gestion de patrimoine? Si on en croit pas mal d'études, finalement, certains vraiment se sentent très, très à l'aise pour avancer avec très peu de connaissances. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce que on a vu que, par exemple, la majorité des personnes c'est pas la majorité, c'est un peu plus de 30% des personnes qui investissent aujourd'hui dans les crypto-monnaies n'ont aucun autre type d'actif. Par exemple, le principe juste de diversifier est quelque chose une notion qui leur est totalement étrangère. Ces gens-là, à un moment, s'exposent à quand même des déconvenues un peu préoccupantes. Donc il y a quand même un socle. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut être bac plus 12 en finance pour commencer à investir son argent. C'est pas ça. Simplement comprendre des grands principes que sont la diversification, le lien entre le risque et le rendement. Ne pas croire que les arbres montent jusqu'au ciel, et des principes qui peuvent sembler élémentaires à toutes les personnes qui travaillent dans la sphère financière. Eh bien, en réalité, ces principes-là ne sont pas toujours intégrés par beaucoup d'autres personnes, y compris chez les plus diplômés. Mais donc vous constatez par exemple que quand on propose un rendement à 10%, la notion de risque associé n'est pas toujours comprise par les épargnants. Alors 10%, je l'ai quand même pas entendu très souvent. Bien sûr, non, mais je prends un exemple volontairement exagéré. L'idée des ateliers, c'est un peu de marteler que les taux de marché en ce moment sont assez bas et qu'il donne de la peine aux assureurs qui n'arrivent pas à rémunérer correctement les contrats d'assurance vie, par exemple, d'expliquer un petit peu le lien entre les mécanismes de marché et la réalité d'un rendement sur un livret ou sur un contrat d'assurance vie, par exemple. C'est d'expliquer qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, quelle est la différence entre les deux, comment une obligation peut se casser la figure sur les marchés,
qu'est-ce que un taux d'intérêt dans un crédit, quelle est la part du capital remboursé et pourquoi on progresse énormément en patrimoine quand on investit dans l'immobilier, qu'est-ce que l'effet de levier, tous ces mécanismes-là, en réalité, sont des mécanismes, encore une fois, qui sont très évidents pour les personnes qui travaillent dans la sphère financière et pour des gens qui travaillent dans la culture, dans le juridique, juridique non financier, dans je sais pas, dans l'industrie. En réalité, c'est des notions qui sont plus vagues. Sont beaucoup plus vagues et surtout, les gens ne baignent pas dedans quotidiennement. Donc voilà, c'est important de se... Les épargnants qui viennent voir un conseil en gestion de patrimoine, vous nous l'avez dit, ont déjà généralement un patrimoine constitué. Est-ce que vous constatez qu'ils auraient fait différemment si jamais il y avait eu plus de connaissances financières quelques années auparavant ? J'en vois certains parmi mes clients qui n'auraient pas toujours fait les mêmes choix. D'accord. Je vais dire un truc un peu délicat, mais je ne dois pas être la première. J'ai jamais vu un seul de mes clients satisfait à terme avec un investissement en loi Pinel ou en loi Robien, enfin tous les prédécesseurs de Donc en investissement en immobilier neuf, locatif pour le coup. Défiscalisant neuf. À terme, en général, ils sont quand même un peu déçus, voire très déçus de leur investissement. C'est en lien avec l'investissement ou en lien avec le moment où ils ont décidé de le faire et l'accompagnement qu'ils ont reçu ou qu'ils n'ont pas reçu au moment où ils sont allés vers cet investissement? C'est en lien avec un des travers de beaucoup d'épargnants et qui fait faire le plus d'erreurs, qui est la recherche d'avantages fiscaux sans se préoccuper du reste, en fait. D'accord. Et donc, en lien avec le fait d'avoir acheté un avantage fiscal sans se préoccuper de ce qu'on achetait en réalité et du bien qu'on mettait dans son patrimoine et qu'on achetait à crédit et qui, en général, est payé trop cher. Et donc, qui est revendu souvent avec une moins-value quelques années plus tard. Et d'où l'intérêt d'avoir quand même une certaine base de connaissances. Il nous reste quelques secondes. Quel conseil vous pourriez donner du coup aux gens qui nous écoutent et qui voudraient continuer à gérer leur patrimoine ou se le constituer et qui auraient des profils de connaissances financiers différents? Il n'y a pas besoin d'être bac plus 12. 2, gardez votre bon sens. Gardez votre bon sens, oui, c'est ça. Vraiment. Peu importe le niveau de connaissance, finalement, c'est que oui, effectivement, enfin, il y a des escroqueries, vous mentionnez les escroqueries, il n'y en a pas que dans le monde financier, effectivement. Non. Garder son bon sens, ça permet d'en éviter certaines, pour le coup. Oui. Merci beaucoup, Héloïse Boll. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Oseille et compagnie, que vous êtes également conseil en gestion de patrimoine, ça va ensemble, puisque Oseille et compagnie est un cabinet en gestion de patrimoine, finalement. Merci d'être venu dans l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. Et d'ici là, je vous invite à écouter le replay durant le week-end, mais surtout le podcast sur toutes les plateformes de podcast.